Michel Mayor, vous étiez où quand vous avez reçu la nouvelle de l'assignation du prix Nobel de physique et quelle était votre première réaction? C'était en octobre 2019. J'étais en Espagne, à San Sebastián, faisant du babysitting. Parce que mes petits-enfants étaient là-bas et les parents participaient à un mariage de collègues. Et évidemment, les tout petits-enfants, c'était pas bienvenu. Et donc, j'étais là-bas pendant une semaine pour faire du babysitting. Et c'est seulement au moment où on quittait San Sebastián que j'ai reçu la nouvelle en ouvrant mon ordinateur juste au moment de la nouvelle, de l'annonce. Quelques minutes et après, c'était l'heure de partir pour prendre l'avion pour Madrid. Et la réaction? À la réaction, oui. Il y avait d'abord la surprise, de l'apprendre sans pouvoir vraiment écouter parce qu'on devait partir pour prendre l'avion, mais quand même, évidemment, la joie, hein, parce que c'était 24 ans après la découverte. Je savais qu'on avait été nominé plusieurs fois, mais j'étais très conscient qu'il y avait énormément de groupes de chercheurs qui avaient été nominés. Donc, c'est pas une preuve du tout qu'on aura de fait d'avoir été nominé. Au début de votre carrière, en jeune chercheur, quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées? Il y avait l'angoisse quand même en permanence de qu'est-ce qu'on fait après la thèse. Ça, c'était quand même, et ça va changer. C'est encore le cas actuellement. Comment dire, on fait sa thèse, on est enthousiaste. Moi, si vous êtes enthousiaste, bon, spécialement pendant la thèse, il y a des moments qui sont typiques, je dirais, de la vie du chercheur. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais une équation dans mon domaine, c'est les ondes de densité dans les galaxies spirales. Et elle marchait pas. Je n'arrivais pas à obtenir une solution. C'était évident que c'était faux, la solution. Et pendant un mois, chaque matin, j'arrivais, je repartais le soir, ça marchait pas. Et à un moment donné, après un mois, il faut avoir les nerfs solides pour se dire, il faut continuer, j'arriverai à trouver l'erreur. Voilà. Donc, il y a des moments, ça c'est typique de la vie de chercheur, hein, c'est pas anormal. Comme ça. Autrement, non, je me rappelle, j'ai plutôt un bon souvenir de cette époque-là. Très bien. Aujourd'hui, la manière de découvrir les exoplanètes, la manière de travailler des chercheurs a changé par rapport aux instruments que vous utilisiez au début. Aujourd'hui, on arrive à appliquer l'intelligence artificielle à la recherche. Comment vous percevez ce changement? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Bon, actuellement, il y a certaines expériences spatiales qui donnent des masses de données, des quantités de données. Vous avez par exemple le satellite TESS qui cherche des transits de planètes. Il mesure des millions d'étoiles. Et certaines ont des transits, la planète passe devant, c'est évident. Mais évidemment, plus la planète est petite, moins le contraste est marqué. Et puis il y a du bruit. Il y a du bruit de photons ou du bruit d'autres raisons. Et à un moment donné, comment est-ce qu'on peut extraire de tant de données les plus petits signaux qui sont aussi les plus intéressants? Des planètes comme la Terre, qui vont faire baisser peut-être de 1/10 le signal de luminosité de l'étoile. C'est pas facile de le voir. Et surtout si les périodes de transit sont longues. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle actuellement fait vraiment du travail fantastique. Je dirais dans les 2 derniers mois, je crois des centaines de nouvelles planètes ont été découvertes par ce moyen-là. Et cette question-là, elle est aussi présente dans le domaine des vitesses radiales, qui est plutôt mon domaine, puisque l'atmosphère de la planète va créer du bruit lié au champ magnétique dans l'atmosphère. Et le résultat, c'est que le signal de la planète éventuelle est caché et plongé dans le bruit. Là, de nouveau, comment séparer le bruit du signal? Et l'intelligence artificielle peut aider énormément, évidemment. Dernière question. Vous avez peut-être suivi la mission Artemis de la NASA. Qu'est-ce que vous pensez d'une future vie humaine sur la planète Mars?
une future vie humaine. Donc, des hommes qui vont là-bas. Oui, c'est prévu. Oui, Un peu dans oui. le programme Artemis, Oui, c'est un peu c'est prévu. pas des martiens qui Non, 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 c'est nous sur Mars. Voilà. Alors, bon, je pense que au niveau symbolique, pour l'humanité, c'est un peu un rêve. De la même manière qu'on a cherché à aller au sommet de l'Everest, c'est clair que c'était pas pour y rester. Et donc, le fait d'aller symboliquement sur Mars, c'est bien. Quand je dis symboliquement, ça veut dire que c'est un petit groupe de personnes, quelques personnes, qui vont rester des mois là-bas. Ce sera pas drôle du tout pour se protéger des rayonnements et tout. Par contre, l'idée de l'émigration de l'humanité sur une planète B, c'est complètement stupide. Il n'y a pas d'atmosphère, le sol est toxique, on a les rayons cosmiques, etc. Et en plus, il faut imaginer que les gens vont faire 8 mois de voyage pour y aller et ils vont arriver dans un état qui sera pas absolument fantastique au mois de leur sauter. Donc, la notion d'émigration, en tout cas, comme certains milliardaires américains l'ont proposé pour le siècle prochain, c'est complètement aberrant. La Terre est 1000 fois, les pires endroits sur Terre sont des paradis comparés à Mars. Donc, oui, pour aller juste symboliquement, faire quelques mesures, pourquoi pas, mais certainement pas plus.